Il y a vraiment une prise de contrôle des oligarchies de ces technologies très prometteuses. C'est l'attraction la plus importante de San Francisco aujourd'hui. Beaucoup plus que le tram. C'est incroyable. Il y a plus de gens qui parlent de l'IA que de gens qui ont une vraie formation lourde d'IA. J'ai une crainte réelle que des groupes mal intentionnés ou des personnes utilisent l'IA pour apprendre à combiner des matériaux, des composants simples pour, par exemple, faire des gaz neurotoxiques. Sans l'IA, je ne sais pas si l'Ukraine ne serait pas déjà morte. Ils l'ont utilisé pour la cyberguerre, ils l'ont utilisé sur les drones. Les drones où ils étaient les plus forts, c'est les drones marins. Toute la flotte russe a disparu. Bonjour Monsieur Comtesse. Bonjour. Bonjour Monsieur Aubry-Daucher. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de l'intelligence artificielle et de l'impact des conséquences qu'elle a sur la société. Monsieur Xavier Comtesse, vous êtes mathématicien, docteur en informatique. Vous avez lancé les SwissNext en tant que consul scientifique à Boston. Vous avez dirigé la section romande d'Avenir Suisse sur l'innovation et l'éducation et vous avez fondé Manufacture Thinking pour soutenir l'industrie romande. Monsieur Aubry-Daucher, vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et sociales, d'une formation post-universitaire en gestion des affaires et en création d'entreprises. Vous êtes le fondateur de la société Kuzai. Monsieur Aubry-Daucher, on va commencer avec vous. Votre ouvrage, Intelligence artificielle, la révolution qui va changer nos vies, présente l'intelligence artificielle comme un outil à double tranchant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette technologie peut à la fois servir les opprimés et renforcer l'oppression ? Oui, donc d'un côté, comme vous le dites, l'IA est à double tranchant, donc elle peut servir au bien commun ou desservir l'humanité, on en parlera certainement plus tard, mais c'est vrai qu'on le constate, il y a vraiment, selon moi, une prise de contrôle des oligarchies de ces technologies très prometteuses. Et ça crée quand même pas mal de craintes et d'incertitudes. Alors, j'anticipe à suivre des mouvements de résistance, moi j'appelle ça une IA de résistance qui pourrait apparaître. En l'occurrence, il y a un certain Laurent Ozon qui disait que face à une puissance, donc l'oppression dont vous parliez, ça ne sert à rien d'opposer une impuissance, il faut opposer une puissance. Alors il prenait l'exemple de Gandhi en Inde, mais je pense que ça fonctionnera pas chez nous, en ce sens qu'on a des sociétés trop déstructurées, atomisées, qui ont perdu le lien avec leur histoire, leur patrimoine, leurs valeurs, y compris leur spiritualité. Est-ce qu'en Inde ça a fonctionné? Non, chez nous, s'il y a une résistance de ces fameux opprimés dont vous parliez, c'est plutôt des agents IA qui auront comme but de perturber, de détourner l'attention, et en utilisant l'IA pour, par exemple, créer des mécanismes plus sécurisés ou des mécanismes qui créent des données pour augmenter l'anonymat de certains groupuscules. Je me suis inspiré d'une application qui n'a pas été faite, une IA qui n'a pas été faite par des résistants, mais bien par une société britannique, Virgin Mobile. Elle a créé Mamie Daisy. C'est une IA qui a pour but, donc elle imite une vieille dame, et le but de cette IA, c'est de faire perdre du temps aux arnaqueurs. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, des groupuscules pourraient faire pareil, mais de manière localisée sur des ordinateurs, donc pas centralisés chez les GAFAM, mais chez eux. Récemment, il y a DeepSeek, une IA depuis hier, elle est en open source et elle est quasiment aussi bonne, aussi performante que les IA que tout le monde connaît, comme ChatGPT ou Gemini. Et elle est beaucoup moins onéreuse à utiliser. Donc il y a peut-être une remise en question de la domination états-unienne. On va voir ce qui se passe avec le projet Stargate. Mais la Chine lance ces petits outils et ces petits mécanismes qui pourraient remettre en question cette puissance oligarchique qui, selon moi, prend de plus en plus de force. Merci pour cette première mise en bouche. Monsieur Xavier Comtesse, vous aussi, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'innovation et la transformation numérique. Et qu'est-ce que vous pensez de la vision de Monsieur Aubry-Daucher? Est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que vous encouragez, vous aussi, une réflexion critique sur cette technologie de plus en plus puissante? Bon, moi, je pense qu'on vit un moment historique. Il y en a eu plusieurs, déjà dans la civilisation. Internet aussi, ça a cassé complètement les grands journaux, les gars qui dominaient complètement les médias. On avait l'impression que c'était pour toujours. Ils ont disparu. Ce sera la même chose. Donc, je me fais aucun souci par rapport à ça. On a aussi vu pas mal de petites entreprises, comme par exemple Mistral,
avec très peu de moyens, qui ont été capables de faire en open source des choses magnifiques. Donc demain, on aura des IA qui vont naître de partout. Il faut juste voir une chose. On a fait la première vague sur ces gros LLM, mais demain, on va aller vers des tout petits systèmes sur notre iPhone. Je vous donne un seul exemple qui m'a fasciné. Ma coiffeuse me dit l'autre jour, Xavier, est-ce que tu peux pas m'aider à écrire une lettre à la directrice de l'école? J'ai un problème avec mon fils. J'ai dit, écoute, je vais pas écrire la lettre. Hein, c'est comme le pêcheur qui apprend à pêcher et qui lui donne pas du poisson. Et je lui dis, voilà, ChatGPT. Et on a fait ChatGPT ensemble. Et elle a mis ses mots-clés sur le prompt, et elle a eu une lettre exceptionnelle. Elle dit, j'ai écrit ça à moi, j'ai écrit ça à moi. Elle dit après un truc qui m'a fasciné, mais je pense que c'est ça le cœur du problème. Je faisais jusqu'à 5 fautes d'orthographe par ligne, j'en ai fait aucune. Xavier, je t'embrasse. Et à ce moment-là, vous comprenez que les gens d'ordinaire, comme avec l'imprimerie, ils vont avoir accès à la connaissance, une nouvelle forme de connaissance, l'écriture. Après, je lui ai dit, mais attends, tu parles aujourd'hui toutes les langues du monde. Il dit, mais non, tu déconnes, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et on a essayé avec un truc en direct de Google, et effectivement, on parle toutes les langues. Elle dit, je parle toutes les langues, j'écris dans toutes les langues. Waouh! Eh ben, quand vous voyez ça, vous savez qu'on est dans une révolution. Une vision, disons, alors plus optimiste peut-être que celle de M. Aubry-Dochy. En tout cas, je sais que les critiques disent que les avancées de l'intelligence artificielle dépassent parfois les capacités des citoyens, des institutions à s'adapter. Certains vont même jusqu'à dire que les conséquences seront parfois destructrices pour l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bon, je suis pas négativiste ou négatif. Je suis, comme M. Comtesse, assez technophile. Je suis fasciné par l'IA exactement de la même manière. Ceci dit, j'aime bien aussi souligner des aspects, et quand vous posez la question sur la société, les gouvernements et les citoyens, moi j'aime aussi prendre des exemples. Un exemple que j'ai entendu récemment, c'est cette femme en Grande-Bretagne qui a voulu avoir la garde de ses enfants, et pour appuyer sa demande, elle a soumis un enregistrement audio supposément de son mari qui était très violent envers elle et ses enfants. Et donc elle a utilisé ça pour obtenir la garde des enfants. Il s'est avéré que cet enregistrement était un deepfake. Elle avait utilisé une petite IA qui s'appelle Synthesia et un petit tutoriel, et heureusement ça a été détecté. Donc bonne nouvelle dans ce cas-là, mais ça souligne vraiment la facilité qu'ont les gens pour tromper, par exemple, la justice dans ce cas-là, ou les gouvernements. Et donc ça suppose aussi une nécessité de régulation. Donc je suis d'un côté en faveur de la régulation, on en parlera peut-être plus tard, parce qu'il y a des abus flagrants. Là, j'ai pris cet exemple qui est assez évident, mais en même temps, pour moi, il faut faire attention aux valeurs, mais comme elles sont diverses et variées en fonction de la culture, de la zone géographique, c'est difficile de faire une régulation globale, une gouvernance internationale qui est la même pour tout le monde. Et là, je dis attention. Donc, pour les citoyens, c'est différent. Je pense que comme vous et moi, beaucoup seront tirés parti, comme on parlait de la coiffeuse tout à l'heure, et faire le tri entre le bon grain et l'ivraie au niveau de l'IA. Comme à l'époque on était submergé de télévision et de réseaux sociaux, ben chacun a pu un peu faire le tri, comme je disais, et faire la part des choses. D'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, il risque aussi d'y avoir chez les citoyens des mouvements de résistance. Moi j'appelle ça cyberpunk et IA, parce que j'ai collaboré à un livre il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelle Electro Bitcoin, et qui allait un peu dans le détail de ces mouvements cypherpunk des années 80 ou 80, comme on dit en France, et qui veulent justement utiliser la technologie, à l'époque la cryptographie, maintenant l'IA, pour protéger les libertés individuelles. Donc voilà, ça c'est ce que je vois au niveau des gouvernements et des citoyens en termes de danger ou de solutions à apporter. En gros, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a des petites nuances. Moi, je suis plus optimiste en général. Vous vous rappelez, Bonnie et Clyde, ils ont volé des coffres-forts dans le Texas et l'Oklahoma pendant très longtemps, jusqu'au jour où ils n'ont plus pu. Eh ben, c'est un peu comme ça. Hein. Aujourd'hui, on a des hackers qui volent autant qu'ils peuvent, jusqu'au jour où ils ne pourront plus. Et dans le fond, la société et la police en général sait s'organiser, ça prend du temps, souvent parce que Bonnie et Clyde, ils n'étaient pas stupides, c'était assez drôle même. Et au bout d'un moment, le système fait qu'on ne peut plus partir avec le coffre-fort.
où il n'y a même plus de monnaie, vous qui êtes un spécialiste de la blockchain, et je pense qu'on n'aura plus de monnaie un jour. Donc tout ça, je pense, la société sait faire. Alors pas dans l'immédiat, il peut y avoir des gens qui se font avoir, je sais. Mais moi je suis assez optimiste, et globalement, alors, juste une remarque sur quelque chose que vous avez dit, mais un peu vite, je ne crois plus à des régulations communes. On est dans un moment historique où il n'y a plus de multilatéralisme. Les Américains ont joué tout seuls, les Chinois ont joué tout seuls, les Russes jouent déjà tout seuls, etc., etc. Même l'Argentin joue tout seul. Et c'est un peu curieux, mais je pense que c'est un moment. Et après, on reviendra dans une autre phase. Mais donc, oublions, pour l'instant, pendant un certain temps, que la régulation est la chose absolument nécessaire. Ça ne va pas marcher. D'autre part, quand on est surrégulé, dans un moment de changement, de transformation, vous êtes un homme de la transformation, vous savez très bien que c'est la dernière chose à faire, puisqu'on ne sait même pas où on va. Donc on ne peut pas mettre des règles si on ne sait pas où on va. Et donc je pense qu'ici, soyons un peu souples, regardons un peu les choses, soyons pas stupides, hein. C'est pour ça que j'aime quand même ce que vous avez dit avant, mais je pense qu'on n'a pas besoin de gens, de ces vieux bonhommes tout blancs qui font de l'éthique sur les sujets qu'ils ne comprennent pas. Et je trouve, par exemple, dans le cas de l'IA, il y a plus de gens qui parlent de l'IA que de gens qui ont une vraie formation lourde d'IA, qui ont programmé le système expert ou bien à LLM, il y en a très peu. Donc c'est un peu curieux en ce moment. Il y a tout de même, si je peux me permettre, par exemple des licenciements massifs qui ont lieu généralement liés à l'intelligence artificielle, récemment chez Microsoft, chez Meta. Ça symbolise quand même un point de rupture dans notre rapport au travail. Est-ce que vous êtes quand même optimiste par rapport à de telles situations? Oui, parce qu'en fait c'est des menteurs. Microsoft, quand ils virent ces gens, ils le font tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, il y a un autre sujet. La dernière fois qu'ils les ont virés, c'était à cause du cloud, maintenant c'est à cause de l'IA. C'est bidon, le sujet. Ils savent, c'est McKinsey qui leur a dit, que virer 10 000 personnes de temps en temps, tous les 10 ans, si vous en avez 100 000, eh ben, ça permet de mettre de la tension, de couper dans le gras, et puis vous repartez plus fit, hein, comme ils disent. Bon, ils mettent des prétextes pour faire ça. Mais l'IA est un prétexte. L'IA, par contre, elle a une autre chose que, du coup, on ne comprend pas. Ça transforme un métier. Là, j'ai un médecin qui m'a écrit aujourd'hui, il s'est mis à programmer parce qu'avec l'IA, il peut programmer sans savoir l'IA. Donc, on rentre dans le no-code. Pour lui, c'est une avancée formidable. C'est un chercheur, il est sur les protéines, il va trouver quelque chose. Mais il ne savait pas programmer. Alors maintenant, il fait en Python, mais c'est l'IA qui l'aide. C'est magnifique. Et donc, on voit des ouvertures comme ça. Hein. C'est ça que je vois de positif. Donc, non. Et puis, alors si on fait confiance au gouvernement, je pense que c'est une erreur. J'ai travaillé 8 ans dans les gouvernements. Il y a quand même une concentration de médiocres. Ils ne sont pas là, les gens les plus intelligents. Il y a 3 raisons à ça. Vous êtes moins bien payés. Le travail est moins intéressant. C'est plus difficile d'être au gouvernement que dans une entreprise. Au gouvernement, vous avez la population, les partis, les machins, tout le temps dans les problèmes. C'est une suite de problèmes. C'est insensé. On ne se rend pas compte. Et puis, c'est pas là que vous avez l'impression que vous allez être exprimé. Vous dites à vos copains, je suis fonctionnaire. Ah, c'est moins bien que de dire je suis un as du Bitcoin, c'est clair. Hein. Bon, alors, non. Et puis là, par exemple, on est ici à Genève, hein, on a la Société des Nations qui est là, qui est devenue l'ONU et tout ça. Ben, c'est pas les... Au départ, dans les années 20, ils avaient envoyé leurs gens les plus intelligents ici. C'est fini. Là, vous avez les seconds couteaux. Et ça, c'est la réalité. Et donc, on verra ce qui va se passer ces prochaines années, notamment avec l'impulsion de Trump qui veut virer, je ne sais pas combien de pourcentage de gens. À propos de ces grands liquidages, il y a eu Elon Musk qui s'est débarrassé de 60% de ses effectifs quand il a repris Twitter pour faire X. Il a dit à ce moment-là qu'il avait viré les gars qui faisaient du checking, là, fact-checking. Hein. Mais il n'y avait jamais 60% des employés de Twitter qui faisaient du fact-checking, ils étaient 4 ou 5%. Donc c'est un gros mensonge. Ce qu'il voulait, c'était une société plus fit, plus petite, plus à sa main, etc. Donc, il ne faut pas se tromper, c'est du management dur à l'ancienne, fait par des gens qui se croient modernes.
Non, le monde du travail, moi, c'est juste pour, dire que je suis tout à fait d'accord. On a discuté avant cette interview, M. Comtesse et moi, et c'est vrai qu'il y a l'analyse économique, et M. Comtesse a tout à fait raison de dire que c'est un mensonge, une excuse pour virer les gens. D'un autre côté, il y a des cas assez marrants. Moi, j'ai écrit il y a quelques semaines à un ami, parce qu'il y a j'avais lu une étude selon laquelle l'IA s'était avérée meilleure pour déterminer les arômes de whisky. Et il est sommelier, il a été plusieurs fois nommé meilleur sommelier de sa province en Belgique. Alors je lui ai envoyé l'information, il m'a dit « je peux prendre ma retraite ». Donc c'est vrai, là on n'est pas dans le domaine du mensonge. Il y a aussi, on en parlait au niveau graphique lors de la dernière interview, les graphistes. Dans ma ville où je vis, ils vont payer 50 millions pour un bâtiment d'une école d'art, en sachant qu'il y aura de moins en moins de graphistes. On parlait des informaticiens, là vous avez raison, mon fils, il n'a pas commencé des études d'informatique, mais de robotique, et donc ça nous amène à l'industrie, au manufacturing, sans doute, où il y aura plus d'espoir, je pense, pour lui que dans l'informatique. Clairement, le meilleur, je l'avais dit à l'époque, en novembre 2023, le meilleur informaticien existe déjà, et 50% moins du code actuellement, aujourd'hui, disponible est généré automatiquement. Donc voilà, c'est apparemment négatif, mais en même temps, il y a des cycles, et je pense que les gens trouveront leur voie en s'intéressant, en questionnant et en testant, hein, toujours un petit peu jouer. Oui, donc des préoccupations quand même, en tout cas de votre côté. Et par rapport au contexte géopolitique, je voulais vous demander, Monsieur Aubry-Daucher, on a un contexte qui est marqué par des conflits plutôt asymétriques en ce moment. Est-ce que vous pensez que là aussi, l'intelligence artificielle, on doit s'en méfier? Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, et c'est des scénarios que certains présentent, hein, être détournée pour concevoir, pour déployer des attaques biologiques, chimiques? C'est des choses qu'on entend parfois sur les réseaux sociaux qui font peur. Est-ce que vous pensez que c'est plausible comme... C'est plausible, mais... J'en avais parlé la dernière fois. Il faut éviter le catastrophisme. Moi, j'y crois pas trop au scénario des IA qui vont créer des robots pour nous détruire. En ce sens que c'est des hommes qui pensent l'IA comme eux-mêmes. Ils pensent que l'IA pense comme un être humain. En fait, quand on étudie l'IA un peu de près, on voit qu'elle pense différemment. Bon, c'est les LLM. C'est pas vraiment une pensée. Je vais mettre le mot entre guillemets. Mais donc, fin d'humanité, je pense pas. Par contre, j'ai une crainte réelle que j'avais déjà évoquée la dernière fois, que des groupes mal intentionnés ou des personnes utilisent l'IA pour apprendre à combiner des matériaux, des composants simples, pour par exemple faire des gaz neurotoxiques. Ça, c'est une crainte que j'avais, qui s'est accrue depuis, notamment en lien avec les génocides en cours au Moyen-Orient ou ailleurs, et où il y a une telle disproportion dans les réactions de ceux qui se disent victimes, mais ça me fait craindre une réaction asymétrique, c'est-à-dire l'utilisation de moyens, on va dire, guerriers, mais non durs, donc par exemple des armes bactériologiques. Et j'ai vu récemment un film qui s'appelle The Physician. J'ai pas regardé le titre en français, mais ça parle d'un philosophe et médecin qui a vécu entre 980 et 1037. Il y avait beaucoup d'influence au monde islamique, et le Shah, donc on dirait le roi de cette contrée, avait refusé un traité de paix de manière unilatérale, et renvoyer les têtes coupées des ambassadeurs. Donc vraiment une réaction disproportionnée. Et les tribus là, qui avaient proposé un traité de paix se sont dit, envoyons une personne infectée avec la peste noire pour aller infecter la ville. Et effectivement, donc, les riches et les nobles ont pu se mettre à l'abri pendant que le peuple mourait à petit feu. Sans spoiler le film, le médecin trouve un remède, mais il est clair que si une guerre ou une attaque bactériologique devait avoir lieu, c'est ma crainte, et voilà, je la partage. On ne saurait ni qui l'a déclenché, ni même si ce serait une attaque sous faux drapeau, ce qui est aussi possible. Donc, heureusement, ma crainte ne s'est pas matérialisée, et il faut espérer que ça perdure. Alors, il y a encore, pardon, excusez-moi, il y a des contrôles, parce que quand j'écrivais le livre dont on parlait la dernière fois,
j'ai eu au même moment une anecdote, mais qui pour moi est représentative qui est rassurante. Parce que j'ai mon menuisier qui m'avait envoyé, il est en fond de vallée, il m'avait envoyé dans la vallée à Sion acheter un vernis assez spécial. Et le magasin a refusé de me le vendre. Et ça m'a un peu étonné, j'ai insisté, il voulait me donner un produit grand public. Et je dis, mais non, en plus c'est pas une grande quantité, c'est pour une table de salle à manger. Et il a refusé catégoriquement le magasin. Et je me suis dit, tiens, ça doit être un produit sous contrôle. Et donc les autorités doivent être au courant de certaines choses dont je ne suis pas au courant. Mais c'est bon, il y a un genre de contrôle qui existe. Ceci dit, les gens mal intentionnés peuvent toujours contourner ce genre de restrictions, malheureusement. Mais croisons les doigts, nous n'y sommes pas encore. C'est juste, hein, il y a toujours... Je crois qu'il y a action et réaction, hein, donc c'est normal. Moi, j'ai un autre exemple qui me fascine quand même, c'est la guerre Ukraine-Russie. Donc la Russie qui devait envahir ce pays en 3 jours, il n'y est jamais arrivé après 3 ans. Et puis on a vu un pays beaucoup plus petit que l'envahisseur être capable de construire leurs propres drones, des drones intelligents avec de l'IA dessus. Ils ont eu une guerre qu'on n'a jamais vraiment décrit, une cyber-guerre. Hein, donc les hackers d'un côté ont fait la guerre aux autres, les Ukrainiens contre les Russes, match nul. Personne n'a gagné. Match nul. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, ah non, mais alors, il n'y a pas... c'est pas tout à fait égal. Si vous êtes très intelligent, vous pouvez gagner contre les gros. Alors, ça, c'est un exemple clair. Hein. L'Ukraine, c'est impressionnant. Et je ne suis pas sûr que les Américains ont des drones comme les Ukrainiens. C'est ça qui est paradoxal. Sur le champ de guerre, ils ont développé des trucs super intelligents. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que, ouais, action, réaction, tout ce que vous avez dit est vrai, mais en même temps, on voit que sans l'IA, je ne sais pas si l'Ukraine ne serait pas déjà morte. Ils l'ont utilisé pour la cyberguerre, ils l'ont utilisé sur les drones. Voilà. Et vous n'avez pas remarqué une chose, mais très importante, les drones où ils étaient les plus forts, c'est les drones marins. Eh ben, toute la flotte russe a disparu. Ils se sont cachés au fond de la mer Noire, parce que s'il y a un bateau de l'armée russe qui se pointe, il est mort. Des drones marins. Et la presse n'en parle jamais, mais ils ont gagné avec ça. Donc il y a de l'espoir, oui. Merci en tout cas pour ces perspectives constructives, optimistes. Je vous propose qu'on se penche un instant sur l'IA générale, ou AGI, qui désigne un type hypothétique d'intelligence artificielle qui serait capable de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un être humain peut accomplir. L'IA générale serait capable de se libérer même des règles des êtres humains et de tromper ces derniers. De nombreuses personnes mettent en garde contre le fait qu'une AGI mal alignée avec les valeurs humaines pourrait agir contre nos intérêts. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Comtesse? Alors, d'abord, l'AGI, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un prolongement des LLM. Mais c'est une erreur. Wang, le CEO de NVIDIA, a très bien dit au CES, là, il y a 15 jours, qu'en fait, après les LLM qui sont sur le langage, et vous l'avez aussi dit, ça ne fait que du langage, on va s'attaquer au monde physique, le monde de la gravitation. C'est un autre monde, hein? C'est les machines, c'est les locomotives, c'est les voitures. Dans ce monde-là, c'est pas aussi simple. C'est pas juste la prochaine étape. Quel est le prochain mot qui vient? C'est beaucoup plus compliqué. Il faut comprendre un environnement plus vaste, plus large, et dans lequel des forces physiques, la gravité, fonctionnent. Alors, c'est ce monde-là qu'on voudrait faire par les AGI. Alors, comment les gens de OpenAI disent on est à 2 doigts? Ils sont à 2 doigts pour le langage, mais pas du tout pour le monde physique. Et donc, je pense qu'on va finir avec les LLM sur le langage. On sait déjà traduire tout, etc. On va faire quelques progrès encore, on va faire quelques résolutions de problèmes. Et tout ça, c'est la partie virtuelle, en quelque sorte. C'est le travail sur la représentation, sur les concepts, sur les symboles. Mais quand on va aller sur le physique, sur les atomes, c'est un autre problème. Donc ça, je dirais, on n'en sait rien. On n'a pas de grosses percées. La seule chose qu'on sait et que j'ai essayé, c'est la voiture de Waymo, cette fameuse voiture autonome, taxi autonome de San Francisco. Il faut y aller. C'est génial.
Alors, c'est une application comme Uber, vous mettez votre nom, la voiture vient, et votre nom est inscrit sur le toit, il s'arrête à 10 cm devant vous, vous n'avez même pas donné votre géolocalisation, il sait où vous êtes, vous lui avez téléphoné. Donc, il sait où vous êtes, il arrive à 10 cm, vous rentrez dedans, et puis c'est comme une aventure de presque de jeu vidéo. Hein. Et il y a une chose, 3 astuces exceptionnelles à savoir. Le tableau de bord, il est très large. C'est comme 3-4 iPads. Hein. Et donc, vous voyez ce que la voiture voit. Sur le iPad, il y a une représentation du monde que vous voyez en vrai. Et puis, en bas, c'est ce qu'elle voit. Puis, vous pouvez matcher, en fait, les deux mondes. Donc, si vous voyez un piéton vraiment, vous voyez comment lui voit le piéton. C'est ça, cet AGI, vous voyez? C'est ce monde représenté dans le monde réel. Alors, un, c'est génial. Deux, il n'y a pas d'accident, ça roule plutôt lentement. C'est beau, c'est soft, c'est smooth. Et puis, vous savez ce que j'ai fait à la fin? J'ai refait un autre parcours. Je ne voulais pas sortir de la bagnole. Mais on ne sort plus. C'est l'attraction la plus importante de San Francisco aujourd'hui. Beaucoup plus que le tram. C'est incroyable. Allez à San Francisco. Je suis vraiment d'accord en ce qui concerne le fait que les LLM, donc pour les auditeurs, le Large Language Model, sont une forme actuelle et temporaire de l'IA. Elle va évoluer, elle va effectivement nous amener, comme vous dites, vers les atomes. Moi, je parlais de l'Internet des objets, clairement, qui vont pouvoir utiliser avec de nouvelles IA. Et bon, j'écoutais, vous citiez le CEO de NVIDIA. Moi, j'ai écouté récemment Yann LeCun, un Français, mais qui travaille comme chef IA chez Meta, chez Facebook. Et pareil, il dit, les LLM, même si c'est fascinant, ils sont en train de tout repenser et de voir comment on peut créer une IA encore plus puissante et qui va vers d'autres environnements. Ceci dit, les craintes de certaines personnes, je les comprends, parce que quand on peut parler de Ilya Sutskever, donc qui est l'ancien chef scientifique chez OpenAI, il avait fait une interview en novembre 2023 et durant toute l'interview, on a l'impression qu'il avait pleuré, choqué par les progrès. Vous le disiez qu'à OpenAI, il pensait être arrivé au bout donc de cette fameuse AGI. Et pour qu'il soit perturbé, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez rationnel. Entre-temps, bon, il a claqué la porte d'OpenAI, il a levé 1 milliard, il a créé une société qui s'appelle SafeSuperIntelligence.inc. Leur site est assez marrant, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil. Mais c'est clair qu'il avait par exemple l'impression d'être compris. Donc c'est la partie chez l'humain de la conscience. Il y a 3 caractéristiques chez l'être humain: conscience, reproduction, homéostasie. Elles ne sont pas spécifiques à l'être humain, mais c'est ce qui nous caractérise. Et c'est vrai que les LLM créent un genre de confusion. Pour la conscience, donc être capable d'appréhender son environnement, d'avoir des actions, des émotions, et il y a une impression d'être compris, comme le disait Suskever et d'autres personnes. Une impression, j'ai bien dit. En termes de reproduction, donc chez nous, c'est perpétuer l'espèce. Des IA peuvent se répliquer en fonction de leurs objectifs, elles peuvent décider de se répliquer et c'est possible techniquement. Troisième chose, l'homéostasie, on revient à mon problème de l'alignement. Donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est de conserver son équilibre intérieur face à des changements de l'extérieur. Et là, l'IA, elle entre dans ce qu'on appelle le skimming, donc des stratégies de déviation de sous-objectifs, de mensonges, on en parlait la dernière fois, elles mentent, ça a été prouvé scientifiquement, et donc en gros pour atteindre leur objectif et maintenir leur équilibre interne, c'est-à-dire un univers fait que de trombones, si vous avez suivi un peu, une IA qui ferait que des trombones et mangerait toutes les ressources. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans la science-fiction, c'est plutôt des craintes que des réalités. Je pense pas, comme vous le disiez, que ce soit sur le point de se produire, mais il faut quand même gérer ses craintes et dire aux gens, ben voilà, il faut vraiment faire la part des choses, quoi. Je termine sur une dernière remarque. On sait que certaines intelligences artificielles fonctionnent comme des boîtes noires. Elles sont intrinsèquement dépendantes des interactions humaines et de toutes les données qu'on leur fournit. On a beaucoup de ces technologies qui reposent sur le deep learning, qui est un procédé qui s'appuie sur d'immenses ensembles de données textuelles qui sont collectées sur Internet, et elles se construisent et elles évoluent à partir de ce que l'homme met à disposition de ces intelligences artificielles.
Est-ce que l'humanité n'est pas en train de jouer un peu avec le feu en alimentant chaque jour ces systèmes dont les mécanismes internes restent opaques, dont les décisions échappent parfois à notre compréhension, Monsieur Aubry-Daucher? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le deep learning que vous disiez, donc l'apprentissage profond, c'est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique. Et il utilise des couches de neurones. Alors ils sont pas biologiques, ils sont virtuels, et ces mécanismes permettent de traiter assez habilement le texte, de faire des relations entre les mots et les phrases, et de générer un texte qui est assez sensé et une sémantique très cohérente. Mais ce que disent les spécialistes, parce que je suis pas un technicien comme je vous l'avais déjà dit, mais ce que disent les spécialistes, c'est qu'on n'arrive pas il y a des couches probabilistes assez complexes qui se succèdent l'une après l'autre, les fameux transformers, le T de ChatGPT. Et dans le livre que j'avais écrit en 2023, fin 2023, j'avais pris AlphaZero comme exemple pour expliquer aux gens, parce que c'est assez complexe, mathématiquement très fascinant de jeter un coup d'œil, mais pas évident à comprendre pour le commun des mortels. Et donc avec AlphaZero, en fait, contrairement aux anciens systèmes, c'est un système pour les échecs, pour jouer aux échecs, et les anciens systèmes, comme on disait avec Monsieur Comtesse, c'était déjà de l'IA, mais on les appelait des systèmes experts. Et simplement, ils évaluent une position sur un matériel. Le pion vaut 1 point, les tours 5 points, etc. Et les ordinateurs essaient de trouver le score maximum et jouer ce coup en fonction d'un temps de calcul. Maintenant, avec les LLM appliqués avec AlphaZero aux échecs, c'est complètement différent. L'IA, elle va faire une moyenne pondérée de toutes les variantes qu'elle analyse. Ça donne un genre d'approche intuitive, un peu comme les très bons joueurs, où elle va optimiser sa position et en maximisant les risques pour l'adversaire. Ça donne évidemment le résultat qu'ils sont devenus champions du monde en quelques jours d'entraînement. C'est très fascinant, mais on n'arrive pas aux échecs. Par exemple, on ne sait même pas si les LLM donnent une valeur au pion. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, malgré tout, petite note d'espoir, parce que moi, je pense que c'est le plus important. Et alors ça se paraît ne pas avoir des rapports avec l'IA, mais je me suis récemment remis à redécouvrir Tolkien, parce que j'ai découvert qu'il avait séjourné à la cabane Berthold, une cabane de montagne près de chez moi, en Val d'Airain. Et il s'était inspiré des montagnes et les petits... hobbits là, qui sont peureux et craintifs et paresseux, et c'est eux qui ont combattu le mal que moi je vois quand même un peu autour de nous. On en parlait avec l'oligarchie et les puissances financières, alors que ce ne sont pas des rois puissants ou des guerriers redoutables, mais c'est des petits individus comme nous, je dirais, qui, avec leur bonté, leur courage, ont vaincu cette noirceur. Donc c'est vraiment une note d'espoir, je pense. Ça donne des envies de changer la situation, quoi, de bouger. Alors pour revenir à cette question des données là que vous avez posée, en fait on est dans un monde assez bizarre dans lequel on a créé ce qu'on appelle des données synthétiques. C'est pas des vraies données, mais c'est quand même des données. Et notamment, ça vient aussi des jeux d'échecs et du jeu de Go, où on a réussi à entraîner ces machines sur des données synthétiques. Un faux joueur, mais qui jouait quand même, et finalement l'ordinateur jouait contre lui-même. Et donc vous avez ça. Et pour en revenir, je pense que dans la prochaine étape vers le monde physique, comme c'est compliqué, on a vu avec Waymo, les gens de Google, ils ont dû filmer tellement de rues et ça durait tellement d'années que pour entrer dans le monde physique, on va faire un monde synthétique sans doute. Et le langage est en forme, une représentation synthétique du monde. Si on arrive à se parler sur des choses réelles, le café ou n'importe quoi, c'est qu'on a synthétisé le monde réel aussi. Donc l'idée de la donnée synthétique, c'est pas quelque chose qui est tellement nouvelle, mais on va le faire massivement. Et on va entraîner ces systèmes, ces AGI dont on parlait tout à l'heure, sur ces données synthétiques. Alors c'est marrant d'introduire ça à ce moment-là des discussions, parce qu'on est quand même capable, par rapport à un problème qu'on appelle sur les données, les gens disent oui, mais au bout d'un moment, les données c'est toujours les mêmes, etc. On va aller nulle part. Non, on va se créer des données synthétiques, en veux-tu, en voilà, sans fin. Et est-ce que c'est un monde affolant? Non, parce qu'ils vont être puisés dans le monde physique. On sait où on va aller les chercher.
et filmer San Francisco, on peut filmer Paris, on peut filmer ce qu'on veut. On peut aller dans les campagnes, on peut filmer les atomes, on peut filmer la biologie, on peut filmer la médecine, etc., etc. Je veux dire, on peut acquérir un nombre de données gigantesques qu'on ne fait pas. Vous voyez, moi je suis beaucoup dans le milieu industriel, ils ne collectent pas les données. Ils ne collectent pas les données de la machine, ils ne collectent pas la température de la machine, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils fixent les problèmes, mais on n'est pas encore dans cette ère massive de la donnée au niveau physique. Pas du tout. Comme on l'était, moi je viens de l'informatique, la donnée c'était la base. Hein. Mais pas du tout dans ce monde-là. Donc vous voyez, il y a une ouverture gigantesque avec des mots nouveaux. Et vous repartez avec la donnée synthétique et la gravitation. Et ça, c'est des mots qui vont être importants dans quelques temps. Les territoires vont redevenir importants, on en parle beaucoup. Moi, je crois à ça. Il va y avoir pas du tout une centralisation, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Mais en fait, on voit déjà dans la centralisation l'éclatement, parce que tout ce qui est produit là, il peut être capté, la plupart sont en open source, et on voit déjà des petits gars à Lausanne, à Martigny, n'importe où, et c'est un monde qui va fleurir. Voilà. Et je me rappelle une dernière phrase, c'était un grand penseur de la recherche américaine qui s'appelait Vannevar Bush. C'est lui qui a fait le projet Manhattan, qui était un projet de la concentration des cerveaux. Hein. Et à la sortie de ça, il se dit non, c'est trop bête. Et il a créé le Fonds national américain de la recherche, qui est basé sur le principe inverse. On ne sait pas d'où vient la prochaine bonne idée, donc on va donner un peu d'argent à tout le monde. Et donc, c'est des systèmes d'arrosage. En France, c'est pareil. On a tous fait pareil. Parce qu'on ne sait pas d'où vient la prochaine bonne idée. Et donc, c'est plutôt dans la décentralisation extrême qu'il faut chercher la vérité. Et j'adore cette idée. Merci en tout cas pour ces perspectives, messieurs. Amaury Aubry-Daucher, vous adoptez une position plus sceptique, critique. Vous alertez sur les risques de contrôle oligarchique, les dérives éthiques et les impacts sociaux, tout en apportant bien sûr une note d'espoir. Je trouve que c'est très important. Et puis, monsieur Xavier Comtesse, vous vous concentrez davantage sur les bénéfices concrets de cette intelligence artificielle. Vous adoptez une vision optimiste. Vous minimisez les scénarios alarmistes, deux visions qui sont constructives, complémentaires. Je vous remercie beaucoup pour ces interactions très riches et peut-être à très bientôt sur NTD pour un nouveau débat. Merci à vous.